Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle aventure sur Livre Aventure TV. Il s'agit de La Cité des Proscrits, le volume 2 des Chroniques d'Almaron. C'est de R. de Koninck et O. Renaud. Je suis ravi d'entamer cette deuxième aventure parce que le premier volume m'avait énormément plu par la qualité d'écriture, par la qualité d'imbrication du livre-jeu, les différents chemins. C'était très habile à certains niveaux. C'était pas trop long, c'était pas trop court. Il y avait une belle aventure avec différentes étapes clés. Enfin, c'était très très bien foutu. Donc, j'ai décidé de continuer par ce livre-là et de mettre de côté un petit peu Fablelands, qui, s'il a les qualités d'un livre ouvert, n'a par contre pas les qualités d'un livre comme celui-ci où il y a une trame narrative. Je me demande quand même si je préfère pas avoir une trame narrative, c'est pas impossible. Mais bon, voilà, hein, ça c'est de toute façon tout me plaît énormément et dans le très haut du panier, peut-être que celui-ci va me plaire un tout petit peu plus que Fablelands ou inversement, mais c'est au niveau de l'épaisseur du trait. Alors, La Cité des Proscrits, je vous lis le petit laïus. Après la mort du roi Argélite, les princes félons ont pris le contrôle de Shennara. Pour les contrer, vous devez absolument protéger Zila, la jeune fugitive habitée par l'esprit de Sinistrose. Alors que vous la pensiez enfin à l'abri à Kronensvat, vous apprenez qu'un émissaire des princes tente de persuader les dignitaires de la ville de s'allier à vos ennemis. Pourrez-vous l'en empêcher? Pour réussir cette nouvelle mission, il vous faudra intriguer et convaincre les puissantes guildes de vous aider tout en échappant aux dangers et aux traîtrises que recèle Kronenstadt, la cité des proscrits. Alors, si vous avez oublié ce qui est arrivé dans le premier volume, rassurez-vous, dans les premières pages de ce livre, on va nous rappeler ce qui s'était passé. Si tout ceci vous intéresse, je vous dis à tout de suite après le générique. La Cité des Proscrits, les Chroniques d'Almaron, tome 2. Donc la petite carte, elle est là, et je l'ai en grand à côté. Je vous rappelle que nous allons nous orienter vers Kronenstadt, qui est ici. Nous avons abordé à Gizorn, et puis nous avons parcouru, je crois, un chemin comme celui-ci, et pour arriver normalement à Kronenstadt, à l'issue d'une bataille épique au niveau de la passe du Bourbier. Vous voyez, je m'en souviens encore, c'est dire si le paragraphe m'a marqué. Alors, petit rappel au niveau des règles, c'est très simple. Pour chaque épreuve, vous lancez un nombre de dés qui est de 4 à la base. Vous pouvez dépenser éventuellement des dés de réserve pour une épreuve que vous jugez difficile. Vous pouvez lancer également des dés spéciaux. Par exemple, moi j'ai une armure de cru qui me donne un dé en plus. Donc, admettons que je lance 5 dés. Pour une épreuve précise, si la difficulté de l'épreuve est de 2 dés, eh bien je vais lancer mes 5 dés verts pour moi et 2 dés rouges pour l'adversaire, et il faut que j'ai au moins autant de chiffres impairs que la difficulté de l'épreuve. Donc en fait, quand on lance les dés, eh bien, il faut tout simplement obtenir le maximum de chiffres impairs par rapport donc aux dés rouges qui vont être la difficulté de l'épreuve. Donc ça, c'est simple, ça a les avantages de la simplicité et les inconvénients de la simplicité. Il n'y a pas tellement de tactique en dehors du fait qu'il faut dépenser ces dés de réserve au bon moment. Dans un moment, je vous rappellerai également la feuille de personnage, mais auparavant, je vais continuer. Donc là, je vais vous laisser faire un gros plan si vous le souhaitez. Donc je reprends mon personnage du premier volume, et c'est un magicien versé dans les arcanes. J'ai démarré avec 5 sortilèges et j'ai 6 points d'arcane au lieu de 5. Je garde mon équipement, rappel des règles de combat et pour les épreuves. Nous avons ici un lexique que j'ai également photocopié. Voilà, résumé de l'épreuve précédente, et ensuite on rejettera un œil sur la feuille de personnage. Vous êtes un membre de la guilde des diplomates au service de l'impératrice Minarkas. Vous avez été envoyé par votre souveraine pour enquêter sur la situation politique
qui règne à Shennara depuis la mort du roi Argélite et la prise en main du royaume par 2 princes régents, Dologior et Miltalrun. Votre entreprise vous a conduit dans le port de Gizorn, où vous avez pu constater par vous-même la corruption et le déni des institutions impériales. Votre rencontre avec Deladorès Mact dans le village de Tantarel a achevé de vous convaincre de la gravité de la situation. Les princes régents se sont entourés d'une garde prétorienne, les phalanges noires, et préparent de sombres machinations pour prendre le contrôle total du royaume. Les institutions impériales telles que l'administrum ont été vidées de tout pouvoir. L'ancienne garde du roi Argélite, les chevaliers de la Rose Grise, a été dissoute et, plus inquiétant encore, les sœurs zélotes de l'ordre de Sinistrose ont été les victimes d'un pogrom organisé par les autorités de Shennara. Alors que vous réalisez à peine le danger qui guettait le royaume, votre informateur s'est fait lâchement exécuter par les sbires des princes. Dans votre fuite éperdue, vous avez croisé la route de Zila, une jeune sœur zélote habitée par l'esprit de la déesse Sinistrose. En se révélant à vous, celle que l'on appelle communément la grande propagatrice des arcanes vous a confié une mission. Vous rendre dans la ville libre de Kronenstadt pour y mettre Zila à l'abri. En effet, le corps de la jeune fille serait l'unique médium par lequel Sinistrose peut entrer en contact avec les survivantes de son ordre et organiser la résistance contre les princes. Accompagné de Zila et de Tête Gauche, un homme lézard, vous avez traversé non sans mal les terres charbonneuses, la cité de Roclogis et la faille de Taza. De l'autre côté de la passe, vous avez dû vous allier aux brigands de la meute d'Orrun pour combattre les phalanges et les crinales de Sveagen, eux aussi à la recherche de la fugitive. Bien qu'ils aient invoqué les vils démons issus de l'inframonde pour les aider, vos ennemis ont été mis en déroute grâce à l'arrivée inopinée de Cagliostol et de ses chevaliers de la Rose Grise, nouvellement réunis avec l'objectif de redonner à leur ordre sa gloire passée. La victoire vous a pourtant laissé un goût amer. Car Tête Gauche, votre fidèle compagnon saurien, a perdu la vie en tentant de protéger Zila de la folie d'Orrun. Une fois votre ami vengé, vous êtes devenu, par la grâce de Sinistrose, le nouveau chef de la meute. Avec Zila, Cadostol et quelques hommes d'armes conduits par Lesakin et Neazinka, 2 brigands que vous avez appris à connaître durant votre captivité dans le corps de la meute, vous avez entamé le voyage jusqu'à la ville libre de Kronenstadt, celle que l'on appelle également la cité des proscrits. Prologue. 1 mois a passé depuis la victoire du Bourbier. Vous avez pris l'engagement de conduire Zila à l'abri des murs de la cité libre. Après votre exploit au Bourbier, vous êtes devenu quelqu'un avec qui il faut compter. C'est ce que vous espérez faire entendre au maître de Kronenstadt pour qu'il vous aide dans votre lutte contre les princes félons et les clans du Sveagen. En plus de la douzaine d'hommes qui vous escortent, vous êtes accompagné par Cagliostol, chef des rescapés de l'ordre de la Rose Grise. Neazinka, la jeune voleuse de Talicentre, et votre guide, Lesakin, un aventurier recherché par la phalange. Les 4 sœurs zélotes que vous avez sauvées des griffes d'Oshron, le régicide, vous suivent également. Et puis Zila, bien sûr, la jeune adepte de Sinistrose dont les pouvoirs vous emplissent d'effroi. Le seul qui manque à l'appel est Tête Gauche, votre compagnon centuplide, tué de la main d'Orrun. À présent, vous pataugez dans la boue, transi de froid, les vêtements trempés par la bruine et le brouillard. Des hommes de votre escorte sont morts durant le voyage. Une fièvre implacable en a emporté 2. Un 3e a été terrassé par une Draliante, une de ces créatures, mi-femme, mi-serpent, qui sévissent dans la région.
27 jours de marche, sans la certitude d'être dans la bonne direction, ont fini par plomber le moral de votre troupe. Il est vrai que le bourbier en a égaré plus d'un. Même les Akines, le seul parmi vous qui se soit déjà rendu à Kronstadt, commence à perdre espoir. Il craint que les Draliantes usent de leur pouvoir d'illusion pour vous égarer dans ce lugubre dédale de mares putrides et de fossés fangieux. Lorsque tombe un crépuscule à peine plus sombre que la lumière du jour, celle-ci est constamment voilée par une brume épaisse. Vous vous arrêtez pour passer la nuit à l'abri d'une butte de terre recouverte de mousse. Vous prenez bien soin de ne pas vous coucher sur les tapis de Fabuxax, ces minuscules plantes carnivores dont les morsures provoquent de multiples infections. Après avoir organisé les tours de garde, vous sombrez dans un sommeil lourd et rêvez des dîners fastueux auxquels vous ne manquerez pas d'assister si vous revenez un jour à la cour impériale. Le lendemain matin, c'est un spectacle inattendu qui s'offre à vous. Le soleil est haut dans le ciel et le brouillard s'est enfin levé. La sensation de chaleur qui vous inonde à présent est le plus précieux bienfait qu'il vous ait été donné de recevoir depuis votre départ de la passe. Devant vous, la végétation s'éclaircit. Vous apercevez même les étendues pierreuses au-delà des marécages. Les Akines vous gratifient d'un large sourire. « Nous sommes arrivés !» s'exclame-t-il en descendant de la butte. Vous grimpez à votre tour et contemplez pour la première fois la vallée de la fosse et en son centre, Kronstadt, la cité des proscrits. Rendez-vous au 1. Kronstadt a été bâti à l'époque où les infratarnes vivaient encore à la surface de la terre. Pour y accéder, une muraille de pierre haute de 30 mètres serpente à travers la fosse sur près de 2 km jusqu'à l'imposante arche qui marque l'entrée de la cité. Vous comprenez rapidement les raisons d'une telle fortification. En contrebas, vous distinguez des milliers de grottes entre lesquelles des Draliantes déambulent, l'air halluciné. La fosse offre ainsi à la ville la meilleure protection possible. Vous vous engagez avec vos compagnons sur l'immense muraille en contemplant au loin les hautes tours qui parsèment la cité. À part l'écho de vos pas, aucun son ne vient troubler la quiétude des lieux. C'est comme si la cité ne s'était pas encore réveillée. Le chemin est flanqué de 2 tourelles en bois reliées par une passerelle. Alors que vous êtes à moins d'une dizaine de mètres des tours, des hommes en armes, le visage masqué par des aumes de métal, surgissent derrière le rempart. Vous faites signe à votre troupe de s'arrêter. Sans dire un mot, un guerrier arborant une cape rouge lève la main et vous toise des pieds à la tête. Abaissant la main, il s'exclame aussitôt. Bienvenue à Kronstadt, habitant de Shennara. Nous vous attendions plus tôt dans notre cité, mais il est vrai que le bourbier en a égaré plus d'un. Cet accueil vous surprend. Comment peut-il être au courant de votre venue? Après vous avoir rejoint sur la muraille, l'homme retire son aume pour vous saluer. Je suis Sta Dikar, chef des sentinelles. Laissez-moi vous conduire au conseil des guildes, on vous attend. Rendez-vous au 185. Alors, avant de nous rendre au 185, un œil sur la fiche de personnage. Donc nous avons notre plan à disposition. Voici le chemin qu'on a fait, je vous le rappelle. Hop, on est passé par là, comme ceci, et on arrive à Kronstadt, qui est ici. Rappelons-nous de l'emblème du prince Mittelrun et de celui du prince Dologior, ces princes félons qu'il va nous falloir éliminer. L'ordre des chevaliers de la Roserie, qui sont nos alliés, et nous avons au dos un petit lexique, si le besoin s'en faisait sentir. Donc au niveau de la fiche d'aventure, j'ai 4 dés d'action, c'est fixe, j'ai terminé l'aventure précédente
avec 9 dés de réserve, donc je me suis fixé à 9. J'ai un anneau de guilde, une épée, j'ai perdu ma dague, j'ai un arc, un fouet et une armure de cuir. L'armure de cuir me donne plus 1 dé en combat. J'ai 6 points d'arcane, j'ai 10 ors auxquels s'ajoutent les 12 ors, je pense, avec lesquels j'ai terminé l'aventure précédente. Au niveau de mes sorts, alors c'est au dos, je vais être obligé de reposer ça un instant. Donc nous avons Aquapossum, Invisibilis, Medicantem, Noctis Negrum et Tellur Bellum, ainsi que Zephyr Perflo. Donc j'ai remarqué qu'Animus Immobilis et Claudius Pupares, sauf erreur, étaient apparus avec ce livre. Et ne figuraient pas sur la feuille de personnage précédente, donc ce sont peut-être de nouveaux sorts. Donc je suis en talent versé dans les arcanes. Je pense que sur ce livre-là, il aurait mieux valu que je sois habile négociateur, mais l'essai que j'avais fait sur mon premier volume a été extrêmement difficile, donc eh bien, j'avais arrêté, mais je crois que dans ce volume-là, ça serait utile. J'ai un médaillon de vie qui me donne le sort médicamentem, j'ai une épée runique avec une inscription déchiffrée seulement, j'ai 3 pierres de Vodécal, j'ai un livre sur la psychomancie et l'éveil des objets, et il me reste des effluves, 2 draliantes qui pourront m'être utiles. Donc le fait d'avoir joué le premier volume, vous êtes récompensé, eh bien vous avez quelque chose en plus. Voilà, donc on va pouvoir se rendre avec impatience au 185. 185. Voilà une draliante, je crois, que j'ai... Ça paraît écrit plus petit que l'autre, à voir. Vous échangez un regard avec Cagliostro, puis consentez à suivre le guerrier. Il vous conduit au bout de la muraille, à l'endroit où s'élève l'immense arche marquant l'entrée de la cité. L'ombre des bâtiments obscurcit le chemin que vous empruntez. Kronenstadt porte bien son nom, de cité des remparts, avec ses multiples murs érigés pour la défense de la ville. À leur sommet, des hommes en armes patrouillent sans relâche. En dessous, les rues sont désertes. Stadikar vous explique que lors de la tenue du conseil des guildes, la circulation autour de l'hôtel de ville est interdite. Quelques instants plus tard, vous atteignez une petite place circulaire, faisant face à un énorme bâtiment de pierre taillée, le parlementarium de Kronenstadt. Stadikar fait signe à ses sentinelles de s'arrêter. Il vous déclare que seuls Cagliostro et Zilla pourront vous suivre à l'intérieur. Si vous acceptez, rendez-vous au 152. Si vous exigez qu'au moins une escorte de 4 hommes vous accompagne, rendez-vous au 208. Alors je pense que je ne suis pas en position de négocier et je vais me rendre au 152. Alors 152... Alors, il faut que je me mette à l'aise parce que donc la reliure n'est pas encore faite et les pages se tournent peut-être un tout petit peu plus difficilement. En acceptant de rentrer sans escorte, vous avez gagné la confiance du chef des sentinelles. Stadakar est désormais favorable. Notez-le sur votre carnet d'aventure. Alors, Stadakar, favorable. Alors, où est-ce que je vais noter ça ? Dans les notes. Hein. Dans les notes, parce qu'au niveau de l'équipement, c'est un peu compliqué. Donc, Dakar, favorable. Bon, voilà, une première réussite. C'était pas trop difficile. Vos hommes, quant à eux, sont conduits dans une maisonnette jouxtant la place. Vous vous apprêtez à entrer dans la bâtisse majestueuse lorsque son immense porte s'ouvre. Sur le seuil se tient une femme dont la beauté vous coupe le souffle. Elle est vêtue de la toge noire des sœurs zélotes et porte au cou le médaillon rouge représentatif de son ordre. Ses cheveux sont gris et sa peau est hâlée comme celle des habitants du désert de Sadé. Elle vous salue dignement en s'inclinant
et vous invite à la suivre à l'intérieur. Rendez-vous au 261. Cagliostro et Zilla vous suivent sans un mot lorsque vous pénétrez dans le parlementarium. Après maintes détours par des couloirs en pierre, votre hôtesse vous introduit dans une antichambre ornée de bas-reliefs très anciens. Elle s'assied dans un confortable fauteuil de branches tissées et vous regarde en esquissant un demi-sourire. Ainsi donc, voilà Zilla, celle qui nous permettra d'entrer en contact avec la matriarche suprême. C'est pour notre cause la source d'un immense espoir. Sans notre maîtresse, notre pouvoir sur les arcanes s'estompe chaque jour un peu plus. Or, sans magie, il ne peut y avoir de victoire pour les peuples libres. En tant que diplomate aguerri, vous savez bien que si l'ordre des sorts zélotes use de sa puissance pour sauver l'équilibre des 5 contrées, il ne manquera pas de réclamer son dû une fois la victoire acquise. Il est cependant trop tôt pour penser à cela. Les menaces conjointes des princes Félon et des Crinaldes du Sveagen sont pour l'heure bien plus urgentes à traiter. Sinistrose a eu une excellente idée en envoyant la petite à Kronenstadt, accompagnée d'un diplomate comme toi, dit-elle. Zilla sera en sécurité et tu pourras trouver ici des alliés de taille. Rappelle-toi qu'il y a 30 ans, c'est la contribution de Kronenstadt à la bataille du Pic Noir qui donna la victoire au monde libre. Comme tu le sais, la ville a pris son indépendance par rapport aux 5 contrées. Elle est même devenue le havre de paix où viennent se réfugier ceux qui n'ont plus nulle part où aller. Les règles de guildocratie qui la régissent en ont fait une cité de tolérance. Une fois par semaine, au parlementarium se tient le conseil des guildes qui rassemble les notables les plus influents de la ville. C'est lors de cette réunion que les décisions importantes sont prises. En tant que représentant de l'impératrice Minarkas, tu seras invité à chacun de ces conseils. Tu devras convaincre les chefs de guilde de s'allier avec toi. Cependant, il faut que tu saches que la ville est déchirée entre plusieurs factions. Et puis, ajoute-t-elle d'une voix plus hésitante, dans une semaine, un émissaire des princes régents va arriver à Kronenstadt. Il essaiera, comme toi, de séduire les chefs de guilde. À ces mots, vous sursautez, l'heure est grave. Si ce mystérieux émissaire parvient à rallier Kronenstadt, ça sera un revers cinglant pour l'impératrice. Sikenidris reprend. Il faut convaincre les maîtres des guildes de voter contre la motion d'alliance que le négociateur leur proposera à coup sûr. Les guildes les plus influentes sont au nombre de 8. En tant que représentante à Kronenstadt de la sororité de Sinistrose, j'ai également un droit de vote et je suis acquise à ta cause, ce qui veut dire que tu devras convaincre au moins 4 chefs de guilde. Ou bien la cité de Kronenstadt risquera de basculer au service des princes. Je ne t'apprends rien en te disant qu'en politique, tes alliés d'aujourd'hui seront peut-être tes ennemis de demain. Votre regard se perd dans les bas-reliefs pendant que vous méditez les paroles de la matriarche. Enfin de la diplomatie, pensez-vous. Puis elle conclut de sa voix douce et mélodieuse. Quant à Zilla, elle restera dans mes appartements avec l'interdiction absolue d'en sortir tant que la situation politique ne sera pas plus claire. Nous avons besoin d'elle pour entrer en contact avec Sinistrose. Un valet s'avance dans la pièce et vous informe que vous êtes attendu au conseil. Rendez-vous au 240. Vous faites votre entrée avec Sikenidris dans la salle du conseil. C'est une immense pièce dépourvue de décoration où de petites fenêtres munies de vitraux dispensent une lumière diffuse. Alors voici le conseil. Est-ce que selon vous, on peut leur faire confiance ?
Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Je suis perplexe. Une simple table ovale en bois massif, disposée au milieu, en constitue l'unique mobilier. Tout autour, 7 hommes et une femme discutent à bâton rompu. Lorsque le valet vous annonce, les voix font place au silence et tous les regards se tournent vers vous. À l'opposé, l'homme d'une cinquantaine d'années que l'on vous présente se nomme Valdir Fers. Il arbore fièrement une épaisse moustache qui masque à peine les multiples cicatrices constellant son visage. Il commande la guilde des vétérans et des mercenaires. À ses côtés se tient Dame Ovellone, une femme austère, richement vêtue, dont les manières ne laissent aucun doute quant à ses origines aristocratiques. Elle dirige les guildes marchandes. À sa gauche se trouve Gigev, un homme élégamment habillé, aux traits fins et au regard malicieux. Il est le maître de la guilde des voleurs et des bateleurs. À l'une des extrémités de la table, un petit homme trapu, le crâne chauve et la barbe broussailleuse. On l'aperçoit sur le coin de l'image. Il tapote nerveusement son bracelet de métal. Ses muscles sont saillants, ses mains cailleuses et sa peau burinée par le soleil. Il s'agit de Nogirul, de la guilde des bûcherons et des charbonniers. De votre côté se tient Moïden le Sage, de la guilde des érudits. C'est un vieillard silencieux. Ça serait bien lui. Il est vêtu d'une toche pourpre. À côté de votre ami Cadiostol, vous apercevez Ridmal, œil d'ambre, le représentant de la guilde des mendiants et des chiffonniers. Alors, ça doit être lui, je pense. Il est borgne et l'iris jaunâtre de son œil unique lui donne un regard étrange. À sa simple robe de bure et au bâton posé contre sa chaise, vous en déduisez que Ridmal est un monos epaitus, un moine mendiant. Assis à votre droite, vous reconnaissez Stadikar, le guerrier qui vous a accueilli sur la muraille. Il représente la guilde des sentinelles. Enfin, Nekeldir incarne l'ecclésiarchie, c'est-à-dire le culte d'Amaron. Le grand prêtre se tourne vers vous. « Sois le bienvenu, c'est un honneur pour nous de recevoir le représentant de l'impératrice. Ta venue nous a été annoncée par les magiciennes, dit-il en regardant Sikenidris. Alors que je compte bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que ça serait ça. Et donc, le guerrier qui nous a escortés, ça serait lui. A priori, hein. J'espère. J'espère. Bon, alors, on va se rendre au 158. Ah, là, il y a plein de choix. Ouh là là, excusez-moi. C'est un livre, donc, avec les inconvénients d'un livre, si j'ose dire. Durant toute la matinée, vous exposez la situation politique de Shennara. Le voyage qui vous a conduit à Gizorn, à Tarentelle, puis à Roquelogis, ainsi que la bataille de la passe du Bourbier, la mort d'Orun et l'apparition du spectre du Sinistrose. À l'évocation de la demi-déesse, vous devinez une moue de dégoût presque imperceptible sur le visage d'Ovlon et de Nekeldir. Cadiostol, quant à lui, relate sa longue quête pour retrouver les fidèles de la Rose Grise éparpillés dans le royaume et réduits à l'état de chevaliers errants. Valdifres est plein d'admiration à votre égard lorsque vous racontez vos faits d'armes contre les intratarnes. Il est visiblement impressionné par vos prouesses guerrières. Quand vous avez terminé votre récit, Moïden le Sage prend la parole.
La tradition d'accueil des exilés, des réfugiés et de tous ceux qui fuient les persécutions est la pierre angulaire de notre ville. C'est pourquoi je peux t'assurer que la jeune sœur zélote que tu as escortée jusqu'ici est à présent en sécurité. En ce qui concerne les tristes événements qui secouent le royaume de Shennara, qu'attends-tu de nous? Si vous leur demandez de lever une armée pour reprendre le contrôle de Shennara, rendez-vous au 54. Si vous leur demandez de fournir toutes les informations en leur possession concernant la menace des Crinales au nord, rendez-vous au 225. Si vous leur demandez s'ils comptent recevoir l'émissaire envoyé par les princes félons, rendez-vous au 321. Si vous leur demandez de vous aider à libérer Sinistros de sa prison au Pic Noir, rendez-vous au 19. Enfin, si vous décrétez l'état d'urgence et exigez que le contrôle de la cité soit remis entre vos mains en vertu du fait que vous représentez l'impératrice, rendez-vous au 233. Je ne sais pas si cette dernière solution paraît la bonne. Alors, avant de passer au reste, je vais quand même prendre quelques notes sur ce qui m'est indiqué à propos de Vlon et de Nekeldir. Alors, quel premier choix je vais faire pour cette partie? Je vais leur demander s'ils comptent recevoir l'émissaire envoyé par les princes félons. Je vais aller au 321. Il faut prendre les choses dans l'ordre. 321. Vous remarquez que Gigev sursaute à votre question avant de vous répondre. Effectivement, un émissaire des princes sera bientôt là. Je suis sûr et certain qu'il nous proposera d'intégrer la principauté de Shennara. En échange, il nous promettra sans doute de nous associer à leur juteux trafic d'esclaves. Nous ne savons pas encore ce que le Conseil décidera, bien que certains ne cachent pas leur envie de se joindre aux félons. Il termine sa phrase en fixant Ovelon. Sa mâchoire est crispée tant elle contient sa colère. Garde tes sarcasmes pour toi, Gigev. En ce qui me concerne, je serai dans le camp des vainqueurs. Notez que Dame Ovlon vous est défavorable. Ah, alors Dame Ovlon défavorable. Où est-ce que je vais noter ça? Alors Dame Ovlon. Défavorable. Il va falloir que je fasse 2 colonnes, j'ai l'impression. Rendez-vous au 64. Le conseil touche à sa fin, mais vous avez l'impression de n'avoir rien résolu. Le soleil décline et l'ombre du parlementarium s'allonge dans les rues en contrebas. Une escorte de sentinelles vous conduit à vos appartements. C'est une chambre simple mais confortable dont la fenêtre donne sur la place du conseil. Vous vous asseyez sur votre lit et ruminez durant de longues minutes en songeant à Zilla. Vous savez que grâce au corps de la jeune fille, Sinistros va pouvoir retrouver sa puissance. Mais ensuite, que deviendra-t-elle? Pour écarter ces sombres pensées, vous décidez d'écrire à Minarkas afin de lui expliquer la situation. Depuis votre départ d'Oxydion, il y a 2 mois, vous n'avez pas encore eu le temps de lui rendre compte de votre mission. Vous passez donc le reste de la soirée à écrire une longue missive à l'intention de Geniamis, son plus proche conseiller. Un garde des sentinelles vous conduit ensuite aux cages des corneilles messagères. Vous choisissez un oiseau vigoureux auquel confiez votre message. Vous aurez sans doute une réponse dans une semaine. Rendez-vous au 157. Vous avez merveilleusement bien dormi. Vous gagnez 2 dés d'action de réserve. Je passe donc à 11. Le prochain conseil aura lieu dans une semaine. Vous avez tout le temps nécessaire pour explorer Kronstadt et utiliser vos talents de diplomate en rendant visite aux notables de la ville.
Organisez votre emploi du temps à votre guise en vous référant à la liste ci-dessous et à la carte de la page suivante. Vous pouvez effectuer au maximum une visite par jour, ce qui veut dire que lorsque vous aurez visité 7 lieux, une semaine sera passée et vous devrez vous rendre au second conseil des guildes. Une fois que vous aurez visité un lieu, vous ne pourrez plus y retourner. Donc nous avons, alors je vais vous montrer, nous avons la guilde des vétérans et des mercenaires chez Valdifère, l'Académia chez Moïden le Sage, le Pont des Murmures chez Rinmel Œil d'Ambre, le Temple d'Almaronde chez Nekeldir, la Tour des Sentinelles chez Sta Dikar, le Palais des Guildes marchandes chez Dame Ovlon, la caserne où se trouve le reste de vos hommes, rendez-vous au 21, la Tour Basse chez Nogirul, rendez-vous au 122, le manoir de Molrerak chez Gigev, l'auberge du roi qui boit, rendez-vous au 8. Après avoir visité 7 lieux, rendez-vous au 211. Alors, on en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on en fera 7 sur 10. Donc, il faut peut-être sélectionner ceux qu'on ne fera pas. Mais peut-être qu'on le saura, on va dire, à l'issue de nos premières visites. Donc, il y a juste Ovlon qui est défavorable. Alors, est-ce qu'il faut la visiter ou pas? Je ne crois pas. Alors, je vais me rendre en premier chez Sta Dikar parce qu'il m'est favorable. Donc, je vais noter un grand 1. Et je vais aller voir Sta Dikar au 89. Vous atteignez très très vite la tour des Sentinelles érigée à l'extrémité sud du quartier des Guildes. On vous fait longuement patienter dans un corridor traversé de courants d'air. Traitez un diplomate de la sorte, grommelez-vous. Après une attente qui vous semble interminable, Sta Dikar se présente à vous, vêtu de la même armure qu'il portait lors de votre première rencontre. Désolé de vous avoir fait patienter, s'excuse-t-il d'une voix assurée. Mais la sécurité de la ville est pour moi prioritaire. Or, des informateurs m'ont averti que des femmes serpents rôdent près de l'enceinte. Mes ennemis au conseil vont certainement s'en réjouir, ajoute-t-il dépité. Son visage est tendu à l'extrême. Il vous précède dans un long couloir qui aboutit à une pièce austère. Une unique fenêtre donne sur le sud de la cité et au-delà sur la fosse. Sta Dikar s'assied derrière un pupitre, puis vous désigne un siège. C'est un homme sérieux, peu habitué aux bonnes manières de la cour, semble-t-il. À vous dévisager, il reste là, à vous dévisager, attendant visiblement que vous preniez la parole en premier. Vous lui présentez les hommages officiels qui sied en de telles circonstances. Ensuite, vous prononcez un discours dont vous avez le secret. Qu'allez-vous lui dire ? Que votre ami Cagliostol pourrait faire de lui un illustre chevalier de la rose grise, s'il consentait à ne pas prendre au sérieux les propositions de l'émissaire des princes. Rendez-vous au 217. Que vous êtes bien conscient de la menace des Draliantes, les femmes serpents qui infestent les abords de la cité, que vous acceptez de mettre tous vos hommes à contribution pour aider les sentinelles à protéger la ville. Rendez-vous au 83. Qu'avec l'appui de l'impératrice, il serait facile de faire taire ses opposants au conseil. De toute évidence, il est préoccupé par les Draliantes, et en éliminant les Draliantes, on va faire taire ses opposants. Donc je vais mettre mes hommes à son service en me rendant au 83. Alors ici, on a une image. Alors il a quand même une tête assez austère. Et là, il est favorable. Je ne vous dis pas s'il était défavorable. Alors voici son emblème, une belle épée. Donc je vais... 83, c'est juste à côté. Tu ferais cela, démente-t-il, l'air suspicieux. Vous acquiesquez en lui répétant que vous partagez ses préoccupations. Si Kronenstadt s'expose à une attaque des Dralians, cela peut dangereusement la fragiliser.
De plus, les émissaires des princes ne manqueront pas d'informer leur maître des points faibles de la ville. C'est pourquoi je mets tous mes hommes à votre disposition en signe d'entente entre nos peuples. Ajoutez-vous d'un ton solennel. Stadicar est impressionné par votre discours. Bien, dit-il, j'accepte. Je te donne ma parole de voter contre la motion d'alliance avec les princes. J'irai chercher tes hommes à la caserne après le prochain conseil des guildes. Vous le saluez courtoisement, satisfait entre fort intérieur de votre prouesse. Notez que Stadakar vous êtes favorable. Retournez au 157 pour décider dans quel lieu vous rendre. Alors Stadakar nous était déjà favorable. Donc est-ce que j'ai pas perdu l'ensemble de mes hommes dans cette histoire? Enfin, il n'est pas noté que... il n'est pas noté de noter qu'on les a plus. Donc ça m'est plutôt agréable. Alors 157. Je crois que j'ai oublié de montrer le plan en 157. 157. Donc voici le plan. Alors c'est écrit petit, mais on peut voir quel quartier est à côté de quel quartier. Alors on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de lieux que prévu en fait. Le manoir de Morélac, on ne sait pas ce que ça fait, la place du Centaure non plus, le quartier des Lacets non plus, le quartier des Manœuvriers non plus, la rue de la Lanterne, la place des Trois Reines, il y a plein de sentiers. Très, très joli. Vous avez vu le gentil monsieur ici. Alors, que vais-je faire ensuite? Alors, j'ai envie de me rendre chez Valdifère, puisqu'il semblait favorablement impressionné par nos faits d'armes. Donc, je vais aller au 128, et c'est mon deuxième lieu. 128. Vous trouvez facilement la guilde des vétérans et des mercenaires. C'est un imposant bâtiment dépourvu de fenêtres. Vous vous présentez à l'entrée de la petite cour qui jouxte l'immeuble en pierre. Un garde vous annonce et vous êtes bientôt conduit dans les jardins de la guilde. Vous reconnaissez Valdifère en train de s'entraîner, torse nu, au maniement de l'espadon. Son adversaire, un énorme guerrier en armure, combat avec l'énergie du désespoir. Profitant de votre arrivée, Valdifère abat son arme en redoublant de violence, satisfait d'avoir en votre personne un public providentiel. Le guerrier est désarmé et tombe à genoux en signe de soumission. « Les jeunes recrues n'ont rien dans le ventre !» s'écrie le chef de guilde en se tournant vers vous. « Si les Krinas devaient fondre sur Kronstadt, nous n'en mènerions pas large. Ce n'est pas avec des donzelles de sentinelles qu'on pourra améliorer nos capacités militaires, s'amuse-t-il avec un sourire en coin. Après s'être habillé, il vous reçoit dans une vaste pièce décorée de tapisseries, d'armes et d'étendards. L'unique centre d'intérêt de votre hôte semble être la guerre. Il vous sert du vin et se met à vous raconter quelques batailles fameuses. Vous comprenez rapidement que la popularité de Stadikar, le chef des sentinelles, lui porte ombrage. Cette poule mouillée n'a jamais mis le nez sur un vrai champ de bataille, fait-il. Il ne s'attaque qu'aux misérables femmes serpents qui arrivent parfois malencontreusement à passer les remparts de la cité. Un de ses officiers, un certain Mélas Tiram, est d'ailleurs connu pour sa couardise. Quand il arrête de parler, vous lui dites sur le ton de la confidence qu'il pourrait rejeter les offres de l'émissaire des princes, mais pour gagner son adhésion, il vous faut conclure un marché. Que lui proposez-vous? De lui obtenir une haute fonction dans la Légion écarlate, l'armée impériale de Minarkas. Rendez-vous au 199. De l'aider à discréditer Stadikar aux yeux de la population. Rendez-vous au 105. De lui offrir l'épée runique, si vous la possédez. Rendez-vous au 63. Enfin, si vous avez des informations concernant Valdifère que vous voulez utiliser,
Rendez-vous au paragraphe que l'on vous a indiqué lorsque vous avez reçu ces informations. Et je n'ai pas ces informations. Alors je vais lui proposer d'obtenir une haute fonction dans la Légion écarlate, l'armée impériale de Minarcas au 199. Suite à votre proposition, le visage de Valdifère devient rouge. Il se lève en hurlant, visiblement très en colère. Minarcas aurait dû me donner il y a bien longtemps une charge dans la Légion, crie-t-il, écumant de rage. J'y étais, moi, à la bataille du Pic Noir. Je n'irai pas implorer ton impératrice sur ce qui me revient de droit. Sur ce, Valdifère clôt l'entretien. Avant que vous n'ayez eu le temps de réagir, un valet vous conduit jusqu'à la sortie. Notez que Valdifère vous est défavorable. Aïe, aïe, aïe. Alors, Valdifère. Valdifère. Bon, ça ressemble à des notes. Alors, bon, premier échec. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir des magouilles dans tous les sens dans cette cour. Parce que là, je pouvais trahir mon interlocuteur précédent. Bon, ça va être difficile. Je sens que ça va être difficile et qu'il va falloir ruser. 157. Alors, où est-ce que je vais aller ensuite ? Pourquoi je n'irai pas à l'académie chez Moïden le Sage ? Donc, j'ai fait 2 lieux pour l'instant et je vais en faire un 3e en allant à l'académie chez Moïden le Sage. Je vais au 34. Je vais au 34. Après vous être perdu à maintes reprises dans le dédale de la cité, vous apercevez enfin les énormes grilles de fer forgé qui délimitent l'entrée de l'académie. Celle-ci est située au milieu d'un jardin botanique qui dénote avec la grisaille des rues de Kronenstadt dans un contraste saisissant. Dès que vous poussez les grilles, vous éprouvez la sensation de pénétrer dans un autre monde. D'énormes plantes violettes vous surplombent et vous imprègnent de leur senteur. Des arbres que vous n'aviez encore jamais vus, sans doute rapportés dans des lointaines terres de Tostéo, parsèment le parc. Leurs formes torturées, zébrant le sol d'ombres indistinctes, évoquent des âmes à l'agonie. Vous imaginez que la nuit, l'endroit doit être fort inquiétant. De nombreux étudiants vêtus de toges blanches pour les plus jeunes, brunes pour les niveaux intermédiaires et noires pour ceux qui arrivent à la fin de leur cursus, déambulent dans le jardin. Vous accostez un adolescent à la barbe naissante, en train de compter fleurettes à une camarade qui n'a pas l'air intéressée. Vous lui demandez de vous indiquer le cabinet de Moïden le Sage. Sans laisser le temps à son compagnon de vous répondre, la jeune fille vous propose de vous mener à lui. Abandonnant l'étudiant à la mine déconfite, vous entrez dans l'académie. Rendez-vous au 142. La jeune fille se nomme Odysselia. Elle vous explique qu'elle est apprentie guérisseuse auprès de d'Isagante, la grande prêtresse de Jeune Cal, actuellement en voyage dans le Nord. Vous déambulez dans les couloirs encombrés de jeunes gens dormant à même le sol ou interprétant des chansons paillardes. Plus loin, vous remarquez un groupe d'hommes en toge noire. Ils portent des brassards rouges et sont armés de gourdins. Ce sont des vigilantis, des étudiants qui font respecter la discipline à l'académie en échange de quelques pièces de cuivre. Vous traversez une grande bibliothèque suivie d'une autre de dimension plus réduite. Patientez ici, vous dit Odysselia. Moïden n'est jamais loin de son bureau d'études. Elle vous salue et vous laisse seul dans le cabinet encombré de livres. Sur le bureau, vous distinguez un binocle et un grand grimoire ouvert dans les pages sont recouverts d'une écriture minuscule. Les étagères posées contre les murs ploient sous le poids des ouvrages. Derrière le bureau, un petit secrétaire en bois est disposé sous l'unique fenêtre. Que faites-vous ? Si vous profitez de la situation pour fouiller la pièce, rendez-vous au 149.
Je vais fouiller la pièce. Je vais au 149. Vous commencez la fouille. Alors, vous commencez la fouille, pardon, en jetant un œil au volume posé sur le bureau. Le livre est un traité sur les factions de Kronenstadt. Vous remarquez qu'il est ouvert à la page concernant la maison des bûcherons et des charbonniers. Vous apprenez qu'il s'agit d'une guilde très importante, car ce sont ses membres qui se risquent à l'extérieur, dans les terres peuplées de femmes serpents, pour ramener le bois et fabriquer le charbon. Vous êtes tellement absorbé par votre lecture que vous remarquez trop tard les 3 ombres qui se profilent derrière vous. Au moment où vous vous retournez, vous recevez un grand coup de gourdin sur la tête. Vous perdez un dé d'action de réserve. Mince. Rendez-vous au 191. Alors, c'est bien le 191, mais oui, c'est le 191. Alors, cette caméra n'est pas forcément super pratique pour ce livre-là, enfin, avec ce... À voir. Bon. Alors, si vous avez déjà repris connaissance dans une caverne habitée par un Draliante, si oui, allez au 216, sinon, allez au 168. Je vais au 168. Lorsque vous reprenez connaissance, vous êtes étendu à même le sol d'une caverne sombre et humide. Un courant d'air glacial vous fait frissonner des pieds à la tête. Vous avez dû rester inconscient un certain temps, car il fait nuit. Des trous aménagés dans la roche vous laissent entrevoir le ciel étoilé. De chaque côté de la grotte s'ouvre un passage plongé dans l'obscurité. Vous entendez distinctement le bruit d'un sifflement de plus en plus proche. Soudain, une silhouette se dessine à quelques mètres de vous. C'est une Draliante. Ses yeux sont fixés sur la paroi. Elle ne semble pas vous voir et hume l'air de ses narines frémissantes. Elle fait glisser son corps de serpent et se rapproche rapidement. Vous devez réagir rapidement si vous ne voulez pas être dévoré par ce monstre. Si vous possédez l'épée runique et que vous avez déchiffré la 2e rune, rendez-vous au 85. Sinon, vous pouvez attaquer la Draliante, rendez-vous au 300, et vous pouvez également lui jeter un sortilège, rendez-vous au 126. Voilà la Draliante. Bon, je vais essayer de lui jeter un sortilège. Donc, je vais me rendre au... Je vais me rendre donc au 126. Alors, on peut jeter Télurbéphum, Zéphyr Perflot ou Anonymous Immobilis, seulement si vous possédez une gemme d'animation. Ben, ce n'est pas du tout le cas. Alors, je crois que je n'ai que Télurbellum. Alors, Télurbellum fait quoi déjà? Je ne me souviens plus. Je vais aller voir à la fin du bouquin. Alors, Télurbellum. Ah oui, fait jaillir un éclair de foudre, nécessite la protection d'une étincelle. Bon, je vais essayer ça. Rendez-vous au 236. Vous perdez un point d'arcane. Vous frappez votre dague sur la pierre. L'étincelle qui jaillit se transforme en un rayon chargé d'électricité qui vient s'abattre sur la créature. Elle recule et vacille sur son appendice. Vous en profitez pour vous remettre debout. Si vous attaquez la Draliante, rendez-vous au 255. Sinon, vous fuyez par le passage. Je vais fuir par le passage, bien sûr, au 69.
Le tunnel aboutit à une caverne plus large, mieux éclairée et jonchée d'ossements humains. Le corps d'un homme totalement exsangue gît dans un coin. Vous frissonnez devant cette découverte macabre. L'ouverture en face mène à l'extérieur. Vous entendez des sifflements émaner du passage derrière vous. Sans perdre une seconde, vous sortez de cet endroit infernal. À la position de quelques étoiles que vous distinguez, vous estimez que l'aube ne va pas tarder. Au loin, vous voyez s'élever les murailles de Kronstadt. Vous vous trouvez donc bien dans la fosse, à l'extérieur de la ville. Quelqu'un a voulu se débarrasser de vous sans laisser de traces. Vous enragez et jurez entre vos dents que vous ferez payer cher cette atteinte à votre vie. Pour l'heure, il vous faut absolument déguerpir d'ici, l'endroit est tout à fait malsain. Vous comprenez bientôt que vous vous trouvez à l'ouest de la ville. Que faites-vous ? Si vous vous dirigez vers la muraille est, là où est érigée la tour des sentinelles, rendez-vous au 256. Si vous connaissez un autre moyen de rentrer dans la cité, rendez-vous au paragraphe correspondant. Rien de tout cela, donc ça sera le 256. « 256. Vous courez vers la tour des sentinelles. Alors que vous dépassez un tertre, vous remarquez des yeux rougeâtres qui vous fixent dans l'ombre. Encore ces monstres, pensez-vous. La terreur vous noue l'estomac au moment où 3 d'Alliantes se détachent du tertre et glissent rapidement vers vous. Leur beauté surnaturelle accroît votre frayeur. Vous êtes à présent à une trentaine de mètres de la tour. Au-dessus de vous, surplombant la fosse, s'élève l'énorme muraille reliant la ville au bourbier par un chemin sécurisé. Des sentinelles postées le long des remparts vous observent. Vous leur hurlez de vous venir en aide. Derrière vous, les monstres se rapprochent et leur sifflement gagne en intensité. Si Stadkar vous est favorable, rendez-vous au 115. C'est bien le cas. 115. Vous parvenez jusqu'aux grilles de fer qui mènent au quartier des sentinelles. Vous perdez votre voix à force de hurler qu'on vous ouvre la herse. La grille reste pourtant close. Il semblerait que vous ne soyez plus le bienvenu à Kronstadt. Alors que vous alliez perdre espoir, une pluie de flèches vient s'abattre sur les Draliantes derrière vous. Blessée, elle recule pour se mettre à couvert. La grille grince en s'élevant et laisse le passage à une dizaine de guerriers armés de lances. Ils fondent sur les monstres et les achèvent sans pitié. Vous êtes au bord de l'évanouissement lorsque l'on vous conduit à l'intérieur de la tour. Stadkar lui-même vient à votre rencontre. Vous lui expliquez en balbutiant les circonstances qui vous ont amené dans la fosse. Il vous observe d'un air perplexe, puis dit gravement. Ceux qui vous ont attiré dans ce piège ont clairement montré leurs intentions. Vous n'êtes plus en sécurité à Kronstadt. Aussi, je vous recommande la plus grande prudence. Le prochain conseil est pour très bientôt. Votre absence à cette réunion serait une victoire pour les princes. Vous acquiesquez. Après avoir quelque peu récupéré, vous revenez dans vos appartements. Retournez au 157 pour décider dans quel lieu vous allez vous rendre. Je crois, chers amis, que j'ai mis les pieds dans un panier de crabes. Alors, avant de me rendre dans mon lieu numéro 4, si j'ose dire, je vais faire une petite pause, à savoir une nuit, puisque j'arrive au bout de ma batterie, et qu'il est en plus relativement tard, minuit et quart. Donc, quelques instants pour vous, mais je vais pouvoir, moi, récupérer. À tout de suite. Me revoici après une bonne nuit de sommeil, de retour dans les chroniques d'Amalron. Et donc je suis rendu toujours au 157, donc dans la ville de Kronstadt. Qu'est-ce que je vais faire en 4e lieu ? Alors, le manoir de Molreac chez Gigev, peut-être, pourquoi pas. Allez, c'est un peu au pif. Ou alors l'auberge, bien sûr. L'auberge du roi qui boit, je vais au 8, toujours aller dans les auberges en Heroic Fantasy.
L'auberge du roi qui boit se dresse en plein centre du quartier des Guildes. Ici, tout le monde est le bienvenu, on passe du bon temps tout en échangeant de l'or et des informations. Des maraîchers viennent se rafraîchir le gosier et raconter les dernières rumeurs de la cité, tandis que des bancs mendiants déambulent entre les clients sans avoir l'air de les importuner. Autour d'une table aménagée dans une alcôve, 3 femmes, richement vêtues, gloussent en regardant du coin de l'œil les jeunes écuyers accoudés au comptoir. Près de l'âtre, un groupe d'hommes en armes discute avec une femme habillée de cuir et de fourrure. Selon le dicton, la citoyenneté de Kronenstadt s'acquiert au roi qui boit. C'est dans cette salle que palpite le cœur de la ville sous le regard affable d'Argin, l'aubergiste, le propriétaire des lieux. Vous vous attablez et commandez à boire. Personne ne semble remarquer votre présence. Alors que vous sirotez votre breuvage, vous reconnaissez à l'autre bout de l'auberge Lesakin, celui qui vous a guidé dans le labyrinthe du bourbier. Il est en grande conversation avec un homme de haute taille, aux cheveux noirs coupés courts. Comme ce dernier vous tourne le dos, vous ne parvenez pas à distinguer son visage. Après quelques instants, l'inconnu se lève, puis sort de l'auberge. Vous vous apprêtez à rejoindre Lesakin lorsqu'un ivrogne vous bouscule et renverse sa chope sur vos vêtements. Il se confond en excuses en épongeant votre tunique. Lancez les dés. Difficulté 3D. Si vous réussissez 52, si vous échouez, rendez-vous au 162. Alors, je vais mettre ma piste un petit peu sur le côté ici, comme ça. Donc, j'ai 4 dés, et puis j'ai pas mal de dés de réserve, donc je vais prendre 2 dés de réserve. Je lance donc 5 dés, et puis on a dit 3 dés rouges, que voici. Alors, bim, bim, bim. Donc lui, il a fait que des chiffres pairs. C'est une magnifique réussite, et je vais me retrancher. 2 dés de réserve, je passe à 8. 52. Alors que vous intimez à l'ivrogne l'ordre de déguerpir, vous voyez sa main chercher votre bourse. Vous le saisissez au poignet et le gratifiez d'une clé de bras dont vous avez le secret. Il se tord de douleur en implorant votre pardon. L'ivresse a miraculeusement disparu de son visage. Il est à présent blanc comme un linge. Les quelques clients qui sont à proximité rient aux éclats face à ce spectacle. Un des hommes d'armes, près de l'âtre, vous fait signe, puis traîne le voleur vers la sortie en l'agrippant par les cheveux. « Grigor, je t'avais pourtant dit de ne plus importuner les clients », l'entendez-vous dire à l'adresse du filou. Vous réajustez votre bourse en souriant aux clients. La scène semble des plus banales pour eux. Vous tournez la tête vers la table de Lesakin, mais il a disparu. Que faites-vous? Si vous sortez dans la rue pour essayer de le repérer, rendez-vous au 264. Si vous vous attablez avec les hommes en armes qui se trouvent près de l'âtre, rendez-vous au 97. Si vous entamez la conversation avec Argin l'aubergiste, rendez-vous au 196. Choix cornélien. Je vais sortir dans la rue pour essayer de le repérer, mais j'ignore si c'est le bon choix. Je vais au 264. Vous débouchez dans la rue poussiéreuse. Elle est encore fort animée malgré l'heure tardive. Vous scrutez de tous côtés pour retrouver votre homme, mais la foule qui se presse sur les pavés rend votre entreprise difficile. Vous vous apprêtez à faire demi-tour lorsque vous reconnaissez plus loin Lesakin en train de monter dans un carrosse drapé de tissu orange. Le cocher fait claquer son fouet et la voiture disparaît dans un nuage de fumée. Vous restez quelques instants sur place, perplexe. Si vous avez déjà rendu visite à Gigev, rendez-vous au 210. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais au 20. Vous êtes tiré de votre léthargie par un tapotement sur l'épaule. Vous vous retournez et reconnaissez Gigev, le chef de la guilde des voleurs et des bateleurs. Il vous salue et vous demande les raisons de votre présence ici. « Je venais découvrir les plaisirs du roi qui boit, répondez-vous.
quelque peu sur la défensive. Et vous-même, maître Giguève, de son élégant chapeau à large bord et de ses somptueux vêtements, vous déduisez qu'il est attendu à un rendez-vous important. J'ai une affaire à régler dans le quartier des Lacets, vous confie-t-il. Puisque vous êtes là, voulez-vous m'accompagner? Si vous acceptez, rendez-vous au 120. Cette rencontre fortuite vous fait gagner du temps. Vous ne devez pas comptabiliser cette étape dans votre liste de cette visite. Vous pouvez retourner à l'auberge et vous attabler avec les hommes d'armes. Vous pouvez également rentrer dans vos appartements. Bon, je vais l'accompagner. Après tout, il n'a pas l'air fort menaçant, ce Giguève. Je vais au 120. Notez que vous ne pourrez plus rendre visite à Giguève. Hop. J'ai reçu une lettre ce matin, commence-t-il. Je dois aller dans les Lacets pour y régler une affaire. Nous pourrons converser en chemin. Tout en marchant, Giguève vous explique que les Lacets sont un ensemble de ruelles fort peu recommandables, territoire des trafiquants, contrebandiers et proxénètes en tout genre. Mon quartier favori, s'amuse-t-il. Vous lui faites part de vos craintes concernant les guildes qui basculeraient au service des princes. C'est fort possible, répond-il en regardant droit devant lui, alors que vous traversez une sombre ruelle emplie de mendiants. Les princes ou l'impératrice, quelle différence? Des aristocrates richissimes qui décident pour le peuple. À Kronstadt, nous avons réussi à mettre en place un autre modèle, la guildocratie. Cette manière de gouverner part du postulat que tous les intérêts de la population doivent être pris en compte. Les guildes se chargent de relayer les demandes du peuple lors des conseils hebdomadaires. Vous l'observez d'un air perplexe et lui répondez qu'il est étrange que dans cette guildocratie, les voleurs tels que lui soient représentés. C'est le paradoxe du système, admet-il. Je contrôle le plus vaste réseau d'espions de la ville. Toutes les guildes ont besoin de mes services dans les luttes acharnées auxquelles elles se livrent. C'est ce rapport de force perpétuel qui permet à ma guilde d'exister. Après tout, ce n'est que de la politique. Vous remarquez un riche carrosse drapé de tissu orange qui croise votre chemin. Le cocher vous jette un regard sombre et continue sa route. Un peu plus loin, vous arrivez sur une place surmontée d'une statue de centaure, symbole de l'homme dominant la nature. Il n'y a pas âme qui vive. Or, Giguève semble soudain inquiet. Ce devait être ici, mais il n'y a personne. Partons, je n'aime pas ça. À peine a-t-il prononcé ces paroles que 8 silhouettes masquées surgissent autour de la place et foncent sur vous. Un piège, fulmine Giguève en dégainant sa rapière. Il se rue sur un des agresseurs et d'un mouvement adroit lui transperce la gorge. Vous tentez de fuir, rendez-vous au 55. Vous combattez aux côtés de Giguève, rendez-vous au 299. Je ne vais écouter que mon courage et je vais dégainer moi aussi mon épée. Je me rends au 299. Vous dégainez votre arme, les hommes masqués fondent sur vous. Que faites-vous? Si vous les attaquez, rendez-vous au 60. Si vous jetez un sortilège, rendez-vous au 117. Je vais les attaquer au 60 parce que j'ai plein de dés de réserve. Vous combattez les 7 spadassins armés d'épées courtes aux côtés de Giguève. Spagassin, difficulté 4D. Si vous êtes vainqueur, vous fuyez immédiatement la place en compagnie de Giguève. Sinon, vous mourrez assassiné sur la place du Centaure. Mesdames et messieurs les lecteurs, dans quelques instants, cette partie va peut-être s'achever dans un bain de sang, je ne sais pas encore. 4D, j'ai donc moi aussi 4D plus un dé de combat spécial donné par mon armure de cuir. Ça fait donc 5D que voici. Et en face, j'ai 4D. Alors la question, est-ce que je vais jouer 2D de réserve ou pas? Je vais jouer un dé de réserve supplémentaire, je passe à 7 dés de réserve.
3 à 5, pim, oh là c'est bon, j'en ai 5, et lui, il n'en a que 2, c'est une réussite, chers amis. Alors, un petit rappel sur ma feuille de personnage, si vous voulez voir, hop, et hop. C'est une victoire, donc voilà, sur une dernière estocade, je parviens à m'enfuir avec Gigev. Je vais au 103. Vous courez de longues minutes avant de vous adosser à bout de souffle contre un mur. « Merci, je te dois la vie, dit-il. Sache que je suis quelqu'un qui paie ses dettes. Notez que Gigev vous est favorable. » Je le note avec plaisir. Gigev. Il vous fixe droit dans les yeux et vous serre la main. « Suis-moi, dit-il. » Il s'engage dans une ruelle étroite, encombrée d'immondices, où il s'arrête devant un édifice délabré en vous faisant signe de garder le silence. Il frappe 2 coups sur la porte et siffle 3 fois. Quelques instants plus tard, la porte grince sur ses gongs. « Bienvenue dans le fief, vous dit Gigev en souriant. Vous pénétrez dans un couloir obscur au 207. Voici l'illustration du 207. Le couloir mène à une pièce vide jonchée de meubles. Gigev soulève une trappe et vous fait signe de descendre. Vous vous engouffrez dans l'ouverture et, une fois arrivé en bas de l'échelle, vous vous retrouvez dans une immense salle qui ressemble à un entrepôt éclairé de quelques bougies. Une troupe hétéroclite d'une douzaine d'hommes et de femmes converse bruyamment autour d'une table. L'assemblée est composée d'humains, de Sandrov, d'Eowins et de centuplides. À votre arrivée, un silence pesant s'installe. Gigev vous présente et leur narre l'agression dont vous avez été les victimes. L'atmosphère se détend et un jeune Éowyn aux cheveux roux et ébouriffés vous tend une chope de bière xatamarienne. Tout en sirotant le divin breuvage, vous avez peine à réaliser que vous vous trouvez dans le repère de la pègre de Kronenstadt. Un diplomate se doit d'avoir des connexions à tous les niveaux, pensez-vous, satisfait de vous-même. Après un long moment, Gigev se tourne vers vous tandis que les conversations reprennent de plus belle. Peu de personnes peuvent se targuer d'être entrées ici de leur plein gré. Tu as devant toi la crème de l'économie souterraine de la ville. C'est aussi grâce à nous que Kronenstadt est une cité florissante. Il retrousse sa manche afin de vous montrer le tatouage qu'il porte sur l'avant-bras. Vous reconnaissez une sorte de gantelet stylisé. « Nous sommes la fraternité du point de fer, dit-il. Si tu as besoin d'aide, tu pourras toujours compter sur nous. Je vais d'ailleurs te donner une précieuse information. Ici, à Kronenstadt, nous avons l'habitude de nous débarrasser des importants en les déposant dans la fosse. Les Draliantes ne laissent aucune place, aucune trace. Si tu devais un jour te trouver en mauvaise posture dans cet endroit maudit, sache qu'il y a une porte cachée dans la muraille qui te permettra d'entrer facilement dans la cité. À côté du déversoir, là où s'écoulent les eaux usées de la ville, une dalle ouvre sur un passage conduisant au cimetière. Vous le remerciez et buvez d'un trait votre bière. Le jeune Éowyn vous raccompagne jusqu'à la ruelle, vous prenez congé et vous retournez dans vos appartements. Notez que vous connaissez la fraternité du point de fer. De plus, si vous avez été amené à explorer la fosse et que vous cherchez à entrer dans la cité, vous devrez vous rendre au paragraphe 56. Notez ce numéro. Alors, je n'ai plus de place. Passage dans la fosse pour entrer dans la cité. Passage dans la fosse pour rentrer dans la cité.
156. À présent, revenez au 157 pour décider dans quel lieu vous voulez vous rendre. 157. Ah, mais on gagne 2 dés de réserve à chaque fois, mais j'ai pas du tout compris ça, chers amis. Parce que les dés de réserve sont tellement précieux dans ce jeu qu'en gagner 2 à chaque fois que je passe dans ce passage me laisse perplexe. Alors, on va calculer ça. On va tout simplement calculer. Donc, la première fois que j'y suis venu, donc pour l'instant, j'ai fait quoi? J'ai fait l'académie, j'ai fait la tour des sentinelles et j'ai fait l'auberge du roi qui boit. Donc j'en ai fait 3 et donc j'ai oublié... et donc là, c'est la 3e fois que je vais passer ici, en plus de la première fois. Enfin, c'est la 4e fois que j'arrive au passage. Je n'en ai noté que 2 dés. Donc je vais me rajouter 6 dés. Donc je passe à 13 dés. C'est ce que je comprends. Alors, je ne pourrais pas aller chez Gigev à présent que je l'ai sauvé. Alors, est-ce que j'irai à la caserne? Et je vais aller à la caserne. Voir le reste de mes hommes. Ça me paraît logique aussi. Et donc, je vais faire un 4e lieu. Donc, on a dit le 21. Vous vous rendez dans la caserne située à quelques rues du Parlementarium. Vos hommes sont logés dans une grande salle sans confort. On a disposé leur paillasse près d'un âtre gigantesque alimenté en permanence. À votre arrivée, vous voyez Neazinka en train de jouer aux cartes de Malantise avec 3 Éowyn. Le tas de pièces d'or devant elle et la mine déconfite de ses adversaires sont éloquents. Lorsqu'elle vous aperçoit, elle quitte un instant la partie pour venir vous parler. Lesakin est en route vers le quartier des guildes. Il avait quelque chose à faire. Le connaissant, je pense qu'il ira tout droit dans le lieu de débauche le plus proche. Lâche-t-elle avec une mine renfrognée. À ces paroles, vous la soupçonnez de n'être pas insensible au charme de Lesakin. Elle poursuit à voix basse. Les gardes sont très tendus. Il y aurait de nombreux désaccords entre les sentinelles et les vétérans sur la manière de protéger la ville. Le capitaine m'a fait les yeux doux et j'ai pu lui soutirer des informations sur leur chef, le maréchal Valdifer. Il paraît que son fils était un écuyer et qu'il est devenu un ivrogne qui fait honte à toute la famille. Valdifer craint fort pour l'avenir de son fils. Lorsque le texte vous proposera d'utiliser des informations concernant Valdifer, vous devrez vous rendre au paragraphe 209. Notez-le. Alors, je vais le noter, mais malheureusement, je suis, sauf erreur, déjà allé voir Valdifer. Donc, information. J'ai plus de place là-dessus. Information sur Valdifer. 209. Ok. Notez-le. Comme vous le remerciez pour ces précieux renseignements, un grand homme maigre, vêtu de goût, l'échine courbée, fait son apparition à l'entrée de la caserne en s'appuyant sur une canne en bois. Je suis Parvatir, serviteur de Dame Ovlon. Si vous le désirez, je peux vous conduire chez ma maîtresse. Si vous n'avez pas encore rendu visite à Ovlon, vous pouvez accepter sa proposition. Il vous amène jusque devant le perron du bâtiment qui abrite les guildes marchandes. Rendez-vous au 325. Cette rencontre fortuite vous fait gagner du temps, vous ne devez pas compter cette étape dans votre liste de 7 visites. Si vous l'avez déjà rencontré ou si vous refusez, allez au 157. Mais j'accepte bien sûr. Allez, donc sauf erreur, elle était défavorable donc à la guilde
au culte, comment s'appelle-t-elle déjà au culte de Sinistrose, 325. Le palais des guildes marchandes est juste en face du Parlementarium. C'est un édifice luxueux surplombé de gargouilles en or massif. Signe de l'opulence de ses propriétaires, 2 gardes vous escortent le long d'un énorme escalier en colimaçon. Vous êtes sur le point d'arriver au dernier étage lorsque vous croisez un homme d'une trentaine d'années, vêtu de cuir noir et portant une épée bâtarde dans le dos. Une fine barbe lui encadre son visage anguleux, comme taillé à la serpe. Il vous adresse un regard glacial sans mot dire. Si dans le livre précédent vous êtes allé au Dragon d'Or et que vous vous y êtes battu contre un homme qui admirait une danseuse sadéenne, rendez-vous au 112. Sinon, vous suivez les gardes qui vous introduisent dans une somptueuse pièce, rendez-vous au 176. Alors, je ne crois pas avoir fait ça, ça ne me dit rien. J'ai un doute. Alors, je vais juste jeter un petit œil au 112 pour me remémorer de qui il s'agit, parce que je ne me souviens pas ça, malheureusement. Vous reconnaissez Oranov, un spadassin que vous avez déjà rencontré à Gizorn et qui a juré votre perte. Sa présence ici à Kronstadt dans le palais des vous interpelle. Vous êtes sur le qui-vive en suivant les gardes. Alors, je l'ai déjà rencontré dans une partie, ça c'est sûr, mais dans ma dernière partie, je ne sais plus. Donc, je ne sais plus, donc on va laisser. Donc, je vais au 176. Donc, du coup, je suis un peu quand même sur les gardes, quoi, si vous voulez. Les gardes vous introduisent dans une pièce somptueuse dans laquelle une grande baie vitrée orientée vers le sud diffuse une lumière éclatante. Des meubles en chêne massif, délicatement ouvragés, reposent sur d'épais tapis en provenance de Périnal. Dame Ovlon est nonchalamment assise sur un canapé. Elle est en train de lire une lettre lorsque vous faites votre entrée. « Mes hommages à l'impératrice », dit-elle en inclinant légèrement la tête. « Vous devez être fourbu après ce long voyage. » Vous sentez une pointe d'ironie dans sa voix. Vous n'avez pas le temps de lui répondre qu'elle reprend la parole. « Jusqu'où est prête à aller votre impératrice ?» demande-t-elle en vous fixant d'un regard dur. Vous êtes surpris par ses manières directes. Venant d'une aristocrate, vous vous attendiez à plus de savoir-vivre. « Mon vote en votre faveur a un prix. Je revendique le monopole de l'acheminement du bois vers Malantise et Terzienne, exige-t-elle. Vous essayez tant bien que mal de contenir ces prétentions, mais Dame Ovlon reste intransigeante. Elle votera contre la motion d'alliance avec les princes à condition que vous lui apportiez un document officiel signé de votre main et proclamant son monopole. En temps de guerre, vous savez que vous avez le pouvoir d'accorder de telles faveurs. L'impératrice vous a toujours laissé carte blanche dans les négociations. Voici Ovlon, qui négocie dur. Donc je vais lui accorder, puisque j'ai carte blanche de l'impératrice. Alors est-ce que je ne vais pas faire de l'ombre à tel ou tel commerçant? Ce n'est pas impossible. Mais, comme indiqué, on est en temps de guerre. Donc un monopole me paraît un prix raisonnable. Donc je vais accepter au 179. Devant l'urgence de la situation, vous acceptez son offre. Vous lui signez immédiatement un document officiel. Elle s'empare aussitôt et le parcours du regard, l'air satisfait. « Bien, acquiesque-t-elle, tu as mon vote. » Elle vous présente négligemment sa main sans quitter des yeux le parchemin que vous lui avez transmis. Au moment où vous la serrez, vous sentez une piqûre à votre auriculaire. Vous vous retirez aussitôt, mais déjà une minuscule plaie rouge colore votre doigt. Dame Ovlon observe la bague hérissée d'une pointe qu'elle porte au doigt. « C'est très efficace, » reprend-elle. « Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas souffrir. Tu vas juste dormir longtemps, très longtemps. » Vous constatez avec horreur que vous titubez.
Vos membres ne répondent plus et vous vous écroulez sur la table basse. La voix d'Ovlon résonne dans votre tête. Bon voyage. Vous mourrez lentement sous l'effet du poison. Votre aventure s'achève ici. Alors, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Je m'écroule, empoisonné. Alors, je savais qu'elle était défavorable à Sinistrose, mais j'ai pensé que peut-être on pouvait conclure une alliance. Eh bien, j'ai mal pensé. Ici s'achève, dans ce salon richement décoré, mon premier essai sur la Cité des proscrits, les Chroniques d'Almaron, tome 2. Bon, bah c'est passionnant, il faut bien le dire. On va essayer de s'acoquiner avec l'ensemble des guildes de cette cité. Et bah, je n'ai qu'une seule envie, c'est de recommencer dès que possible, ce que je vais peut-être faire immédiatement parce que je me sens super chaud. Mais c'est quand même la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette traversée de la cité des proscrits à Kronenstadt, une aventure passionnante donc des coniques. Ciao, bonsoir et j'espère à bientôt sur la chaîne.